New York. C'est la silhouette que vous connaissez par cœur, même sans jamais être venu ici. L'énergie est implacable et l'agitation impitoyable. Et pourtant, depuis plus de 2 siècles, des gens venus des 4 coins du monde sont venus ici, dans la soi-disant ville des opportunités, dans l'espoir de réussir leur vie. Aujourd'hui, New York est l'épicentre de l'ambition, du divertissement, de l'argent et de la folie. Mais comment en est-on arrivé là? Qui a posé les briques? Qui a écrit les règles? Qui a transformé le mythe de cette ville en quelque chose de réel? Reste-t-il encore de la place pour la nouvelle génération de rêveurs et de bâtisseurs? Je suis à la pointe sud de l'île de Manhattan. Cela s'appelle Battery Park. Et c'est ici que la ville de New York a vraiment vu le jour. Donc, les Hollandais sont arrivés ici en 1624. Ils ont décidé de s'installer ici et d'établir un comptoir commercial juste à côté du fleuve Hudson, ce qui, bien sûr, était une décision très stratégique parce qu'ils avaient besoin du fleuve pour échanger des marchandises avec l'Europe, mais aussi avec les Amérindiens, qui étaient présents à l'époque. Et ils l'ont appelé Nouvelle-Amsterdam. La chose qui était la plus échangée à l'époque de leur arrivée, c'était la fourrure, surtout celle du castor, parce que cette population était abondante. C'est donc vraiment ici que tout a commencé pour la ville. Aujourd'hui, toute cette zone du sud de Manhattan est le quartier financier, donc vous avez la fameuse Wall Street, par exemple. Les Britanniques ont ensuite pris le contrôle de Nouvelle-Amsterdam en 1664 et l'ont renommé New York, d'après le duc d'York. C'est donc assez incroyable d'être ici et de savoir que tout a commencé à cet endroit. C'est un peu fou aujourd'hui quand on voit à quel point c'est développé et tous ces immeubles de grande hauteur dans le quartier financier. On repense simplement à cette époque où il n'y avait que de la terre et un poste de traite tranquille. Depuis ses débuts en tant que colonie néerlandaise, New York a toujours été axée sur l'argent et aujourd'hui, c'est la capitale financière du monde. Toutes les institutions financières sont ici, y compris la bourse de New York, et en réalité, ce sont les Néerlandais qui ont en quelque sorte été les pionniers du commerce boursier moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales qui a lancé sa première introduction en bourse en 1602. Ils étaient donc de véritables capitalistes. Et tout ce modèle capitaliste existe à New York depuis l'époque des colons néerlandais. Aujourd'hui, tous les professionnels de la finance du monde entier viennent ici pour travailler dans certaines de ces grandes institutions. Et pour eux, c'est littéralement un rêve. Est-ce que vous êtes des filles de New York? Oui. D'accord, cool. Et est-ce que vous travaillez dans la finance? Oui, nous travaillons pour la bourse, nous sommes toutes stagiaires. Pour les courtiers. Donc, en gros, c'est ce qu'on fait. Oh, wow, d'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à New York et au monde de la finance de Wall Street et que c'est un rêve. Mais pour toi, vivre ça en réalité, est-ce vraiment un rêve? Mon objectif cette année et l'année dernière était d'obtenir un stage en ville. C'est un rêve devenu réalité. Le trajet est long, mais amusant, et arriver en ville est comme découvrir un autre monde comparé à là où je vis. J'ai accompli mon rêve. Oui, est-ce que tu as l'impression que New York est toujours la ville des opportunités où tu peux vraiment venir ici, te construire et réussir? Je pense que oui. Il faut vraiment travailler très dur parce qu'il y a énormément de concurrence, mais si tu veux quelque chose, c'est clairement ici que tu peux l'obtenir. Si ça doit exister quelque part, ce sera ici. Il y a tellement de choses différentes. Évidemment, la finance, le monde de la finance est très présent à New York, mais il y a aussi beaucoup d'autres secteurs qui ont une forte présence ici. C'est vraiment un creuset de plein de choses différentes qui sont importantes ici et aussi un creuset de personnes. Les gens viennent ici du monde entier pour, oui, réussir, je suppose. Merci beaucoup. New York a joué un rôle crucial dans la Révolution américaine. Elle a servi de champ de bataille, de port stratégique et de centre de résistance politique pour plusieurs groupes influents, dont les Fils de la Liberté. Après avoir obtenu l'indépendance en 1776, c'est ici, à New York, que le premier président des États-Unis d'Amérique, George Washington, a été investi à Federal Hall,
et la ville a été la capitale du pays de 1785 à 1790. Après la guerre d'indépendance américaine, New York devait investir et se reconstruire. L'Amérique avait besoin de personnes et de main-d'œuvre, et c'est pourquoi les immigrants européens ont été très importants. Ils ont en quelque sorte déclenché ce qui allait devenir la plus grande vague d'immigration d'un continent à un autre. Beaucoup venaient d'Italie, d'Irlande, d'Europe de l'Est et d'Allemagne, fuyant la persécution, la pauvreté, la famine et l'instabilité politique dans leur pays d'origine. Ils arrivaient donc ici avec l'espoir et le rêve de recommencer dans une terre inconnue. Alors, après des semaines passées sur des bateaux dans des conditions terribles, lorsqu'ils arrivaient, ils entraient dans le port de New York et voyaient la Statue de la Liberté, ce symbole d'espoir et d'accueil. Ensuite, ils étaient traités à Ellis Island, où se trouvaient les agents de l'immigration. Donc, vers 1900, il y avait déjà environ 3,5 millions d'immigrants à New York. Les Irlandais ont été le premier grand groupe d'immigrants à arriver sur les côtes de New York au milieu des années 1800, après qu'une famine dévastatrice de la pomme de terre dans leur pays les ait forcés à fuir en quête désespérée d'opportunités. New York se développait rapidement à cette époque. Sa population augmentait et les Irlandais affluaient dans le secteur du bâtiment. Selon un recensement de 1855, plus de 25% de la population de Manhattan, alors le cœur de New York était d'origine irlandaise. Voici le pont de Brooklyn, qui est probablement le pont le plus emblématique de tout New York. Il a été construit en 1883 pour relier l'arrondissement de Manhattan à Brooklyn. Et à l'époque, c'était très révolutionnaire sur le plan technologique. C'est un pont suspendu par câble, principalement construit en pierre et en acier. La ville de New York aujourd'hui, le paysage urbain et la silhouette que nous connaissons sont en grande partie dus aux premiers immigrants européens venus ici, comme les Irlandais et les Italiens, car ils ont servi de main-d'œuvre pour construire beaucoup de ces ponts, comme le pont de Brooklyn, et beaucoup de ces monuments emblématiques comme l'Empire State Building et le Rockefeller Plaza. C'était donc vraiment une ville construite par ces immigrants, et cela montre à quel point la skyline de New York est impressionnante. Voici le magnifique Central Park, au cœur de l'île de Manhattan. Il est absolument immense. Il fait près de 900 acres de verdure incroyable. Et il a en fait été construit en 1858 parce que, à cette époque, la ville de New York était devenue tellement urbanisée qu'il y avait beaucoup de surpopulation et des conditions très insalubres un peu partout. Donc ils avaient vraiment besoin d'un espace de loisirs où les habitants pouvaient s'évader et avoir l'impression d'être dans la nature, alors ils ont construit Central Park. Tout est artificiel et de nombreux immigrés qui sont venus ici ont participé à la construction de ce parc. C'est vraiment une oasis urbaine avec beaucoup de verdure, des fontaines, des lacs. Donc aujourd'hui, il sert toujours d'espace de loisirs où les habitants, les New-Yorkais et les visiteurs viennent simplement se détendre et profiter de la nature. Le McSorley, dans l'East Village de Manhattan, est la plus vieille taverne new-yorkaise. Ouvert en 1855 par l'immigrant irlandais John McSorley, qui a fui la famine de la pomme de terre. Il l'a appelée la vieille maison du pays, et on y sert encore uniquement de la bière blonde ou brune sur des sols couverts de sciure. Vous êtes le fils du propriétaire? Je suis Gordon Razor, je suis un petit-fils. Vous êtes le petit-fils. D'accord, oui, donc son grand-père? C'est ça? A immigré d'Irlande. Et qu'ont vraiment apporté les Irlandais pour construire New York? Eh bien, ça c'est sûr, on l'a apporté. Oui, le pub. A fait tourner ça toutes ces années. Beaucoup de tavernes. Ils ont réalisé de nombreuses constructions et bâtiments autour de la ville, ainsi que les chemins de fer. Chemin de fer. Et maintenant, est-ce que tu te sens connecté à la culture irlandaise, maintenant que tu es à plusieurs générations d'écart? Je pense que oui.
Tu crois? De quelle façon? Tu te sens encore un peu lié à ça? Il y a encore des marginaux dans la famille. J'y vais parfois. Tu retournes voir ta famille en Irlande. Tu as même un petit accent irlandais, comme moi qui suis née et ai grandi avec. J'en ai un peu, oui. Tu te sens irlando-américaine? Non, je suis américain. Tu es américaine? De bout en bout. De nombreux groupes d'immigrants se sont installés ici. De nombreux groupes d'immigrants sont venus ici, comme les Irlandais et les Italiens. Encore aujourd'hui, les gens viennent de partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui unit tous les New-Yorkais comme toi, des New-Yorkais de naissance et d'origine? Je suis né et j'ai grandi dans le Queens, l'endroit le plus diversifié au monde. C'est simplement là où nous sommes. C'est juste une conséquence d'être ici entouré de tout le monde. Tous les plats, spectacles, tout. Donc c'est la diversité. C'est simplement ce qu'est cet endroit. Et qu'est-ce que tout le monde attend de New York? Une vie meilleure, je suppose. Une vie meilleure, même aujourd'hui. Oui, c'est toujours la ville pour ça. Tu ne trouves pas? C'est la meilleure ville du monde. Je ne peux pas partir, je reste ici. Oui. Vraiment irlandaise? Né et élevé à Dublin, oui. Peux-tu nous saluer gentiment en irlandais? Oui. Le meilleur de la journée pour vous? Non, on dit juste comment ça va. Comment ça va? Dans les années 1900, la ville de New York a accueilli une vague d'immigrants italiens du Sud qui fuyaient la pauvreté dans leur pays d'origine et cherchaient refuge dans une ville qui s'industrialisait rapidement et avait besoin d'immigrants pour soutenir sa croissance. Près de 4 millions d'Italiens sont arrivés aux États-Unis pendant cette période, beaucoup s'installant à New York et acceptant des emplois dangereux comme ouvriers urbains, notamment sur le métro, qui a ouvert en 1904 et reliait 4 des arrondissements de la ville. Aujourd'hui, la culture italienne fait partie intégrante de la vie américaine. Mais il existe encore des quartiers de la ville qui préservent la langue, la culture et les traditions italiennes. Voici l'avenue Arthur dans le Bronx. Et c'était autrefois un quartier italo-américain très fort. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité, des gens venus de partout. Mais quand vous venez ici, vous verrez encore beaucoup des restaurants italiens d'origine, des petits commerces familiaux tenus par des Italo-Américains, des épiceries fines. C'est donc vraiment sympa car on ressent toujours cette ambiance de culture italo-américaine qui est évidemment si essentielle à New York. De quelle région d'Italie venez-vous? Naples. Naples, j'adore Naples. Pourquoi n'y vas-tu pas vivre? C'est comme le meilleur endroit en Italie, c'est Naples. Quel âge avais-tu quand tu es venu ici? D'accord. Maintenant, j'ai 83 ans. Waouh! Pourquoi as-tu quitté Naples pour venir ici? Je te le dis, parce que je travaillais là-bas comme beaucoup de gens du monde entier, tu sais. Ils viennent en Amérique parce qu'ils veulent gagner leur vie en travaillant. Comment c'était quand tu es arrivé ici en 69? Comment c'était? Oh! C'était magnifique, crois-moi, parce que tout autour d'ici jusqu'à Tremont, il n'y avait que des Italiens à cette époque. Donc ici, il y avait une très grande communauté italienne. Oh! Il y avait beaucoup de monde. Vraiment que des Italiens. Il y avait presque un demi-million de personnes. Où sont passés tous les Italiens? Que leur est-il arrivé? Les gens sont morts aussi. Mais ils ont des enfants. Eh bien, les enfants ne disent pas qu'ils vont quelque part. Ils vont quelque part. Je suppose que les enfants, maintenant, des immigrés italiens d'origine, en sont à plusieurs générations. Tu as des enfants? Est-ce qu'ils parlent l'italien, les enfants? Oui, c'est bien. Et leurs enfants, ils en ont? Non. Ils ne parlent pas italien, tes petits-enfants. Non, c'est ce que je veux dire. Donc au fil des générations... Tu peux faire semblant parce que, d'accord, je viens d'Italie, j'apprends à mes enfants peuvent apprendre à leurs enfants, ouais, c'est différent maintenant. Mais maintenant, beaucoup de gens, est-ce que beaucoup d'Italiens ont peut-être déménagé en banlieue? Grande maison avec la femme? Ouais. Mes enfants ont une grande maison. Ah oui? Ils vivent respectivement dans le New Jersey, à Long Island et dans le Connecticut. D'accord, oui. Je ne suis pas sur la carte. Quelle est la différence, je suppose, entre être une Italienne en Italie et une Italienne en Amérique?
Eh bien, c'est une vie différente ici, une vie différente là-bas. Tu comprends? Tu ne peux pas rivaliser. Parce que les gens là-bas, ils profitent de la vie chaque jour. Ici, tu viens en Amérique juste pour travailler, travailler, toujours travailler. Tu travailles dur, c'est vrai, oui. Quels sont vos prénoms? Salvatore et Nata. Salvatore? Giuseppe. Nous sommes des émigrés de Sicile. Ah, la Sicile, j'adore cette belle île. Parle. Un peu italien. Et ça, c'est la pizza sicilienne. Une pizzeria traditionnelle tenue par une maman et un papa. Une pizzeria traditionnelle tenue par une maman et un papa. Comme la vieille maman avait l'habitude de faire du pain. Wow. Waouh! Et depuis combien de temps avez-vous le restaurant? 40 ans. 40 ans? Depuis 1900. 85. Nous allons faire une pizza ensemble. Oh oui, faisons-le. Oui. Waouh, c'est une pâte à pizza. Nous allons en faire une petite avec la farine. La farine. Alors maintenant, on va étirer. Comme ça, comme ça. Alors, amusez-vous un peu. Amusez-vous un peu, quoi. Amusez-vous. Tu peux chanter un peu. Ihan. Quand la lune est si haute comme une grande pizza. C'est un vieux truc. Fais comme ça. Non, je ne peux pas faire ça. Oui. Ici, ça n'existe pas. Regarde comme c'est beau. Oh mon Dieu. Ouais, tout ça c'est toi ici. Ouais. Tu vas porter la tomate. La tomate fait comme ça, ne la laisse pas passer au-dessus. D'accord. Magnifique, magnifique. Regarde ça. Oui. Oui, super. Tu as tout compris, magnifique. Maintenant, on le met ici. C'est ta pizza. Oh. En quelle année es-tu venu à New York? New York en 67. En 67? Oh, waouh! Et vous avez apporté la pizza napolitaine et la ville. Sicilienne. Sicilienne. Oh, la raison pour laquelle c'est un grand succès et tout ça, c'est cette belle femme. Ça sent divinement bon et... Je suis tellement curieuse de savoir ce que ça donne comparé à la pizza d'Italie. C'est une délicieuse pizza italo-américaine. C'est intéressant que vous appeliez ça une tarte. Et une tarte en Angleterre, c'est comme, vous savez, c'est une sorte de pâtisserie et à l'intérieur, il y a peut-être de la viande ou du poulet ou quelque chose comme ça. Donc, appeler la pizza une tarte, c'est très intéressant. Oui, Tu viens souvent ici? Oui, c'est bien. Foxley Enterprise veut chanter une sérénade à cette belle brune. As-tu des origines juives? Nous venons du Bélarus, de Minsk et de Pinsk. Tes ancêtres venaient de Roumanie, n'est-ce pas? D'Allemagne et de Lettonie. C'est ça. Et ils sont arrivés ici à peu près quand? Juste autour de la guerre. Non. Les miens sont arrivés en 1898, et puis ils sont arrivés vers 1998. Donc tu es là depuis quelques générations maintenant? Je suis de deuxième génération. Deuxième génération. Mes parents sont venus ici quand Hitler envahissait l'Europe. Ils sont venus en Amérique, puis ils se sont rencontrés ici, et me voilà.
Donc, mon grand-père est venu de Biélorussie et ils ont quitté la Russie à cause de ce qu'ils appelaient les pogroms. Ils sont allés à pied jusqu'en Suède. La Suède était l'endroit le plus proche. Ils sont allés à Stockholm, puis les 11 frères, 10 d'entre eux, sont venus aux États-Unis. Impressionnant! Tu es désormais la 2e génération de Tsarborg. As-tu un lien avec cette première génération d'immigrants qui est venue ici d'Europe de l'Est et qui a construit New York? Nos parents? Donc maintenant, vous vous sentez vraiment américaine. Est-ce que vous avez toujours l'impression que New York est une ville d'opportunités, tout comme votre arrière-grand-père et vos parents qui sont venus ici? C'est toujours une ville d'opportunités. Oui, c'est toujours une grande ville. C'est pour les gens de partout? Plus diversifiée. C'est beaucoup plus diversifié. L'histoire de New York, c'est celle de groupes qui arrivent successivement, n'est-ce pas? Non, c'est les États-Unis. Nous sommes un creuset du monde. Donc New York, c'est un peu comme une micro-boussole de la Grande Amérique, en fait. La boussole est activée. Une vague importante de Juifs d'Europe de l'Est est arrivée à New York entre 1881 et 1924, beaucoup d'entre eux trouvant du travail dans l'industrie du vêtement. Ils ont rapidement créé des synagogues, des sociétés d'entraide, des bibliothèques et des magasins. Chaque grande institution, de la banque à l'épicerie en passant par le cordonnier du quartier, appartenait à des Juifs ou était dirigée par eux. Le quartier de Williamsburg à Brooklyn abrite une grande communauté juive orthodoxe, y compris hassidique. Je recommande quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial, d'accord. Je travaille pour des entreprises éloignées. Saumon, frites croustillant. Tu peux me donner le bagel si tu veux. Le bagel aux graines maltées est un bon choix pour un bagel savoureux. Tu aimes le saumon? Saumon fumé? J'adore le saumon fumé, oui. Fromage frais? Sur le... Grill. Sur le grill. J'adore ça. Si c'est raté, reviens, je te paierai des bagels. Nous n'avons aucune concurrence dans ce domaine. Non? Vous êtes la meilleure dans ce domaine? Ah, d'accord. Vous avez toujours vécu ici, dans ce quartier? Oui? Et c'est principalement une communauté juive? Une communauté juive ultra-orthodoxe. Comme les orthodoxes? Orthodoxes, oui. Tous viennent d'Israël ou plutôt d'Europe de l'Est? Europe de l'Est, de Pologne, un peu de partout. Ah, est-ce que ça a changé, Williamsburg? C'est devenu très branché? C'est très cher d'y vivre aujourd'hui. C'est très cher d'y vivre aujourd'hui. C'est cher parce que beaucoup de gens, pas seulement des filles juives, viennent parce que c'est près de Manhattan. Parce que c'est près de Manhattan. Mais c'est triste parce que, tu sais, la communauté juive va... Ils n'ont pas d'argent. D'habitude, ils n'ont pas d'argent pour payer. Ah bon? C'est pour cela qu'ils sortent dans le nord de l'État. Eh bien, ça déplace un peu la communauté. Tu veux un sachet ou un morceau? Je vais essayer juste ici. Ça ne marche pas, je suis toujours un mec. Parfait. Tu es la reine des bagels. Je suis le roi des bagels. Tu es la reine des bagels. C'est délicieux. Dans les années 1920, Harlem est devenu un refuge culturel pour l'identité émergente des Afro-Américains. Pendant la Grande Migration, les Américains noirs ont fui l'emprise oppressive des lois Jim Crow dans le Sud, cherchant un avenir où ils pourraient façonner leur propre destin. Ils recherchaient la liberté de s'exprimer, d'embrasser leur identité noire et simplement d'exister sans contrainte. Leur présence a déclenché la renaissance de Harlem, un mouvement vibrant qui a transformé le quartier en un centre de créativité noire, de musique, de littérature, d'art et de cuisine. Tu as grandi à Harlem? C'est là que tu as toujours vécu? Oui. Une vraie New-Yorkaise, née et élevée ici. Une vraie New-Yorkaise, née et élevée ici. D'accord. Et puis, je vous demandais un peu d'où viennent vos ancêtres, vos parents ou vos grands-parents. Originaires du Sud, ils ont migré vers le Nord. Pendant la Grande Migration du Sud? Ah, que penses-tu que les Afro-Américains, surtout pendant cette grande migration, ont apporté à New York à cette époque? Car New York était encore en cours de développement et de construction. C'est exactement ce qu'ils ont apporté. Le développement et la construction de tout cela, la société telle qu'elle est aujourd'hui. Même si nous n'en tirons pas les bénéfices, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Eh bien, tu es le parent, Mélanie?
comment tu t'appelles? Mike, ravi de te rencontrer. Tu m'appelles l'homme de verre, Mike. Vert et creux. Homme de verre, vert. Rome. D'accord, j'essaye de prendre un accent américain. Tes parents, ils venaient du Sud. Est-ce qu'ils ont déjà participé d'une manière ou d'une autre à la renaissance de Harlem ou au monde du jazz ou de la création artistique? Pas vraiment. Ils tentaient simplement de survivre et d'élever leurs enfants. C'était surtout une question de travailler dur et de venir ici pour les opportunités économiques, comme beaucoup de gens le font. Exactement, c'est ce que nous faisons. Et tu penses que New York est toujours cet endroit d'opportunité? Absolument, absolument. Oui. Si tu n'y arrives pas à New York, tu n'y arriveras nulle part. Merci beaucoup. Alors que les Afro-Américains quittaient leurs proches dans le Sud, ils emportaient avec eux des morceaux de leur foyer. Ils ont apporté avec eux des souvenirs, des traditions et des compétences qui allaient façonner de nouvelles communautés et entreprises. Bienvenue chez Charles Poulet Frites à la poêle. Le poulet frit à la poêle de Charles est l'idée originale de la légende de Harlem, Charles Gabriel, un chef nommé aux James Beard Awards et un migrant direct du Sud dont le poulet est encore frit dans les vieilles poêles en fonte que Charles a fait fabriquer pour lui dans une aciérie du Sud. Tu le recommandes? Oui, absolument. La peau du poulet est tellement croustillante et la chair est vraiment juteuse. J'adore cette croûte croustillante, c'est délicieux. C'est ça l'avantage d'une poêle en fonte. Ah oui, c'est incroyable. C'est vraiment ce que ça fait. Le macaroni au fromage est l'accompagnement parfait. Les profondes racines du Sud que les Afro-Américains ont apportées avec eux lors de la Grande Migration ont jeté les bases de la culture musicale distinctive de New York, où le jazz et sa déclinaison new-yorkaise, la bebop, sont apparus comme des genres majeurs, capturant les luttes et les triomphes de l'époque. Cette riche créativité afro-américaine prospère encore aujourd'hui dans les speakeasies et les bars à cocktails de New York, écho vivant d'une époque révolutionnaire. Que représente le jazz dans l'histoire de New York? Je ne sais pas, quand je pense au jazz, je pense à Harlem. Je pense à, par exemple, Malcolm X. Je pense juste à, genre, un lieu de rassemblement pour ceux qui n'en avaient pas d'autres. C'était la première question. Est-ce que tu te sens connecté à la musique? Vraiment? Je veux dire, j'aime un peu tout ça. Ça a un effet domino, tu vois, du blues au jazz, au funk, à la soul disco, puis au rap. Donc j'aime vraiment tous les genres. Tu as l'impression que tout ça est enraciné dans l'histoire et la culture afro-américaine, n'est-ce pas? Ça n'existerait pas aujourd'hui sans eux. Oui, c'est intéressant. En 1898, Porto Rico est devenue une colonie américaine après la victoire des États-Unis lors de la guerre hispano-américaine. Ce qui a suivi, c'est un traitement injuste de l'île, avec des hommes d'affaires américains essayant de réformer l'économie au profit des entreprises américaines et une tentative d'assimiler les Portoricains sans leur accorder de droits de citoyenneté. Ce n'est qu'en 1917 que les Portoricains ont enfin obtenu la citoyenneté, et beaucoup ont profité de ce nouveau statut pour migrer vers les États-Unis à la recherche d'opportunités économiques. East Harlem, également appelé Spanish Harlem, était l'un des quartiers fortement peuplés par cette nouvelle vague d'immigrants. Et aujourd'hui, il y a plus de Portoricains vivant aux États-Unis continentaux qu'il n'y en a sur l'île elle-même. C'est comment? Vivre à New York? J'adore New York. Oui, en tant que portoricaine? J'étais portoricain et j'ai élevé seul mes 5 enfants. Mon plus jeune garçon.
Je suis venu à New York quand j'avais 11 ans. 11 ans. Donc tes parents sont venus ici. Mes parents sont venus ici. Il y a une grande communauté portoricaine à New York, n'est-ce pas? Ils ont plus de 2 millions de personnes. Waouh! Portoricains à New York? Ouais, tout New York, ouais. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à travailler au marché, à l'époque où le marché était vraiment un marché, et je gagnais 5 $ par jour. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Mon loyer n'était que de 47 $. Mon argent servait à payer 25 $ du loyer. Vraiment? 4 chambres, désormais introuvables. Oui, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Tu penses toujours que New York est la ville des opportunités? Oui, c'est le cas. New York est la meilleure. Pour tout le monde, de tous horizons? De tous horizons. Peu importe d'où ils viennent. Tu penses, Nenekinan, que si tu travailles, quelle est la recette pour réussir à New York? Il faut s'instruire, rester à l'école, obtenir une nouvelle éducation et décrocher un bon emploi. Eh bien, c'était un plaisir de vous rencontrer, merci. Merci beaucoup. Intéressant. Londres, pour moi. Oui, je le ferai. J'aurais aimé que vous soyez là la semaine prochaine. J'ai hâte d'y aller. Retournez en Europe. Merci, prends soin de toi. Au revoir, au revoir. East Harlem a encore quelques incroyables restaurants portoricains traditionnels de New York, comme la Lechonera La Isla, qui propose toutes sortes de délicieux plats à base de porc. Il y a du porc rôti parfaitement assaisonné, ou le chon, et mon préféré, le chicharron, de la poitrine de porc frite, le tout servi avec de bons accompagnements traditionnels, comme du riz jaune, des haricots et une sauce à l'ail. C'est à tomber par terre. Le chicharron, c'est mon préféré. C'est vraiment mon préféré. Ça me manque. Exactement, avec ça, avec le rocolandula. Même les morgues, ici. Oh oui, je parie qu'elle adore le chicharron. Elle prend son poulet ici. Vous venez de Porto Rico, hein, à l'origine? Portoricaine, née et élevée dans ce quartier. J'habite au coin, elle, à Wagner. Ah, donc vous êtes amis? Oh, ta maman, elle est superbe pour son âge. Regarde comme elle est jeune. Merci, c'est incroyable. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit. Merci beaucoup. Ravi de vous rencontrer. C'est incroyable. Ça me donne envie de retourner à Porto Rico. Le restaurant Tonita, dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, est un vrai chez-soi pour les Portoricains et de nombreux Latinos de New York. Ouvert il y a 50 ans par la légendaire propriétaire portoricaine Tonita, elle a refusé des offres allant jusqu'à 9 millions de dollars pour vendre ce qui est aujourd'hui un emplacement immobilier de premier choix, car elle affirme que ce lieu restera un refuge pour les Latinos de la ville aussi longtemps que Dieu le voudra. C'est comme entrer à la fois dans une petite cabane de plage à Porto Rico, dans le salon de ta grand-mère et dans ton bar de quartier préféré, tout cela réuni en un seul endroit. Eh bien, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé Porto Rico ici à Brooklyn, New York. Ce bar est incroyable. Ça te transporte carrément à Porto Rico. Tu viens de Porto Rico? Je suis portoricain. Je suis portoricain. Tu vis à New York? Je vis à New York. Je parie que tu es une New-Yorkaise. Que je suis un New-Yorkais? Ouais. Ah, ouais. Je suis portoricain, dominicain et j'amène mon peuple. Tes parents sont venus ici à New York? Oui, ma mère est portoricaine, mon père est dominicain. Ma mère est venue ici quand elle avait 18 ans. Ma mère, portoricaine, est venue ici à 17 ans. Mon père était dominicain. Ils sont tous les deux déjà décédés. C'est ma mère et mon père. Ils sont tous les deux déjà décédés. Ma mère était ici. Mon père était ici. Mon père était ici quand il m'a dit qu'il est venu ici quand il avait 13 ans. Il est dominicain, mon père. Qu'est-ce que ça fait d'être portoricaine à New York? C'est magnifique. Comprends bien, nous les portoricains avons créé la communauté. C'est la première chose à voir là-bas. Tu dois le représenter.
Tu es ici en vacances? Non, non, on vit ici. Oh, tu vis ici. Depuis combien de temps tu habites ici? 6. 6 ans? Hein? 6 ans. Oh, wow, c'est long, oui. Est-ce que tu as l'impression que New York est une ville où l'on peut venir en tant qu'étranger et qu'il y a encore des opportunités ici? Oh, oui, c'est sûr. Ici, j'ai l'impression que tu peux tout faire. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je suis photographe. C'est pour ça que je suis ici. Oh, wow. Oui, il y a plus d'opportunités. Mais j'ai l'impression qu'on a immigré au Venezuela. J'ai l'impression que tu peux être ici et il y a tellement de personnes différentes ici, venant de partout. Oui? Je ne peux pas revenir. C'est le moment idéal pour cet endroit. Dans chaque ville, comme au Venezuela, tu vois? Il y a des gens de partout en ce moment. Très représentatifs de New York. N'est-ce pas? La. C'est tellement aléatoire. Ceci, c'est l'arrondissement du Queens et c'est l'arrondissement le plus diversifié de New York. C'est le foyer de communautés indiennes, coréennes, philippines, hispaniques et latino-américaines. Plus de 130 langues sont parlées ici. Je suis à Jackson Heights en ce moment, donc il y a une très grande communauté indienne, bangladaise et népalaise ici, ce qui signifie que vous pouvez trouver certains des plats les plus incroyables de New York juste ici à Jackson Heights. Je vais donc explorer la cuisine locale. Tu as déjà mangé ici? C'est bon? Vraiment bon, oui. Oui? Ah! Tu es d'origine bangladaise? Non. Indienne. Indienne, d'accord. Ma sœur et moi avons déménagé jeunes. Eux sont nés ici. Oui. Tu te sens américaine? Est-ce que je me sens américaine? Oui. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, est-ce que ce parti politique me fait me sentir la bienvenue? Je ne sais pas. Mais je me sens américaine. Oui, les États sont tellement uniques parce que tant de groupes d'immigrants différents sont venus au fil des siècles. Qu'est-ce qui unit tout le monde ici? Je veux dire, l'Amérique est un pays d'immigration, n'est-ce pas? C'est toute cette diversité, comme la nourriture, tu sais. La nourriture parle tellement de langues et on peut explorer différentes parties du pays pour découvrir différentes cuisines, ce que les gens mangent et ce qui les rassemble. Oui, eh bien, c'est ça, la beauté de ce pays. Eh bien, merci beaucoup, c'est vraiment intéressant de parler avec vous. Oui, merci. Merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'un fouchka? Oui, le fouchka est similaire à la nourriture de rue bangladaise. À l'intérieur, il y a des pois chiches, de l'oignon, du concombre et on les recouvre d'eau de tamarin. Oh, et eau de tamarin. Merci beaucoup. Waouh, ça a l'air délicieux. Je vais faire ce que vous avez dit et verser un peu de sauce au tamarin sur le... Petite curry. C'est délicieux. Il y a de l'œuf dur à l'intérieur, des pois chiches. Oh, et j'adore les épices et les petits morceaux d'oignon. Quel incroyable encas de street food, c'est délicieux. New York City est plus qu'un simple endroit. C'est un symbole vivant d'ambition, de résilience et de réinvention. Façonnée par des générations d'immigrants poursuivant le rêve américain, elle incarne l'esprit du capitalisme et la culture du travail acharné qui anime une puissance économique mondiale. Depuis ses origines en tant que poste de traite amérindien jusqu'à sa silhouette actuelle symbole d'opportunité, New York n'a cessé d'évoluer. Pour ceux qui sont venus ici des quatre coins du monde, ce n'est pas seulement une ville, c'est un foyer, un défi et une chance de faire partie de quelque chose de bien plus grand. L'histoire de New York est loin d'être terminée, et les nouveaux arrivants continueront d'écrire son histoire et de façonner sa culture pour les décennies à venir.